Donc on va débuter la conférence suivante, qui est donc dédiée à la question de l'assurance des unités de production d'énergie renouvelable, avec Pascal Alexis d'Alexis Assurance. Bonjour. Donc en introduction, je vais juste vous... Ouais. En introduction, je vais juste donc dire quelques mots sur la Banque de la transition énergétique par la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, qui donc a été créée il y a 2 ans pour proposer un accompagnement complet de transition énergétique à tous les clients de la banque et notamment aux clients agriculteurs. Donc on propose à la fois de l'épargne verte, de l'expertise technique sur les énergies renouvelables, bien sûr des offres de financement adaptées et des partenariats sur tous les sujets d'énergie renouvelable dont l'assurance après fait partie. Nos champs d'action, rapidement, donc on a 3 champs d'action, donc les énergies renouvelables comme j'ai pu l'indiquer, où on retrouve bien sûr l'énergie photovoltaïque et la méthanisation. Également la performance énergétique et environnementale, avec notamment tous les enjeux de réduction de consommation d'énergie, et des sujets d'innovation, comme des sujets de stockage de l'énergie, d'énergie décentralisée ou de chimie verte. Donc voilà tous les champs qu'on couvre. Et sur tous ces sujets, nous avons mis en place un réseau de partenaires techniques. Donc en efficacité énergétique, par exemple, avec des partenaires qui peuvent travailler sur la renégociation de contrats de fourniture d'énergie, sur la rénovation énergétique de bâtiments. On a d'autres partenaires pour l'industrie, par exemple. Et sur l'énergie photovoltaïque, on a des partenaires installateurs qui peuvent faire du clé en main, faire des projets clé en main. Et également sur ces sujets d'énergie photovoltaïque, donc on travaille avec Alexis Assurance, qui est un spécialiste de l'assurance des projets d'énergie renouvelable. Et je vais laisser la parole à Pascal Alexis. Merci beaucoup. Donc, assurer son unité de production d'énergie renouvelable. Je vais aborder seulement 2 filières d'énergie renouvelable aujourd'hui, c'est-à-dire le sujet sur lequel nous avons le plus de problèmes, c'est-à-dire le photovoltaïque, mais aussi le sujet du biogaz méthanisation. Nous avons au sein de notre cabinet la spécialisation sur les 4 autres filières d'énergie qui sont l'éolien, l'hydroélectricité, la géothermie et l'hydrogène. Mais les sujets qui vont vous intéresser le plus sur ce salon, c'est bien sûr le photovoltaïque en toiture et donc le biogaz méthanisation. Alors, pour chaque énergie, photovoltaïque et ensuite biogaz méthanisation, nous allons aborder les contraintes qui sont donc les problématiques pour s'assurer, et il y a de plus en plus de problématiques pour s'assurer, que ce soit donc sur le photovoltaïque ou le biogaz méthanisation. Et ensuite, pour chacune de ces énergies, nous apporterons un certain nombre de solutions pour que vous puissiez vous assurer dans de bonnes conditions et dans la pérennité. Parce que quand vous financez une centrale photovoltaïque ou une centrale de biogaz méthanisation, il faut pouvoir vous assurer, sans faire de mauvais jeu de mots, sur le fait que vous pourrez maintenir une assurance pendant une durée d'amortissement de votre investissement. Si vous vous retrouvez sans assurance à un moment parce que plus personne ne veut vous assurer, c'est une clause chez vos partenaires banquiers de remboursement anticipé qui peut largement vous mener à la faillite. Donc il ne faut pas jouer avec ça. Alors en ce qui concerne donc les contraintes pour assurer une centrale photovoltaïque, ce que l'on peut déjà annoncer sans surprise, c'est que le photovoltaïque est extrêmement déficitaire. Globalement, le monde de l'assurance, quand on encaisse 1 euro de prime, on débourse 2 euros de sinistre. Et ça fait maintenant plusieurs années que ça dure. Donc les assureurs sortent les uns après les autres. On n'a pratiquement plus d'assureurs. Ceux qui ont la chance d'avoir déjà un programme d'assurance peuvent rajouter des centrales dans ce programme. Ceux qui n'en ont encore pas eu vont avoir les pires difficultés souvent pour pouvoir assurer une nouvelle centrale en toiture, même des centrales au sol d'ailleurs. En particulier, la sinistralité provient des stockages de paille, de foin et de fourrage
où nous avons évidemment de la paille, c'est hautement inflammable. Nous avons une combustion très rapide avec beaucoup d'intensité et nous avons également une matière qui est très sensible à l'humidité, qui dégénère en méthanisation, qui du coup, laquelle méthanisation dégénère en un incendie spot à partir du moment où l'oxygène arrive sur la partie en train de méthaniser, ou au moment où on a un stockage de gaz qui intervient en toiture, en sous-toiture du bâtiment, le gaz de méthanisation s'accumule. Nous avons en périphérie de la meule, fatalement de l'électricité statique avec la paille. Donc nous avons l'électricité statique qui enflamme le gaz dans un enflammement flash qui nous met le feu à la meule, et la meule part très très vite dans un incendie complet. La caractéristique d'un incendie de paille, foin et fourrage, c'est que ça ressemble, vu du dessus, quand on fait des photos par drone, directement à un système de chalumeau. Quand on a sur un hangar à la fois du stockage de paille, de foin et de fourrage, et à côté, par exemple, du stockage de matériel, la partie du stockage de matériel sera calcinée, alors que la partie sous la paille, le foin et le fourrage est véritablement entièrement fondue. C'est impressionnant. Voilà, pour ceux qui ont pu en voir. À l'intérieur des bâtiments agricoles, notre autre ennemi, à nous assureurs, c'est un stockage de biomasse. Le stockage de biomasse dégénère en méthanisation aussi. Ces gaz de méthanisation produisent évidemment les mêmes causes et conséquences d'incendie que celles que j'ai pu décrire avec la paille et le fourrage. Nous avons des problématiques finalement assez proches avec les élevages intensifs ou en batterie d'animaux, et notamment avec toute la volaille, l'ensemble des oiseaux à plumes, enfin des oiseaux à plumes. Un oiseau en général c'est avec plumes. Tout ce qui est plumes génère une poussière explosive qui peut, si elle est mal drainée par des ventilateurs, assez rapidement dégénérer en incendie. Et quand les ventilateurs eux-mêmes ne sont pas suffisamment souvent nettoyés, c'est une zone explosive également, avec les petits arcs électriques qu'on peut générer donc avec les extracteurs électriques. Tout ça part assez rapidement et dégénère dans des incendies violents et complètement fatals, c'est-à-dire qu'il est complètement inutile d'attendre l'arrivée des pompiers, tout y est passé avant. Voilà. Et enfin, le dernier ennemi important que l'on a sur les bâtiments agricoles en matière d'incendie, ce sont tous les travaux par point chaud, des travaux de soudure évidemment, mais aussi les meulages, les disquages qui génèrent des herbes d'étincelles. Pour peu qu'on ait un peu de paille et fourrage à côté, normalement, il tombe sous le sens qu'on ne devrait pas faire ça ici, mais quand on le fait, on prend un risque énorme d'embraser toute la partie paille, foin et fourrage. En fait, tout ce que l'on dit, quand on le rappelle, il y a ici beaucoup d'agriculteurs, donc tout tombe sous le sens, mais dans le feu de l'action, on n'a pas eu le temps d'y réfléchir, on a trop de choses à faire en même temps, et la petite erreur, et hop, ça part en incendie. Si on reprend, alors là j'ai pris les sources d'une des 2 ou 3 compagnies spécialisées sur le marché. Il y a une compagnie qui s'appelle MSIG qui a un gros siège en France, qui a son siège européen en Allemagne, mais qui est d'origine japonaise. C'est la plus grosse compagnie d'assurance japonaise. C'est un des 2 acteurs majeurs de l'assurance des énergies renouvelables en Europe. Donc ils ont une statistique qui est très large à travers des milliers d'installations. Nous travaillons beaucoup avec eux, mais pas qu'avec eux. Et leurs propres statistiques reflètent celles de notre cabinet. Pour vous situer, notre cabinet qui existe depuis 1988, notamment sur le photovoltaïque, et notamment sur le photovoltaïque en milieu agricole, à travers des milliers de centrales,
a une base statistique qui est le reflet d'une vraie expérience, et nous avons ce type de cause. Alors, qu'est-ce que l'on va voir? Nous avons des événements vols qui représentent 25% de la sinistralité. Les événements vols se sont littéralement envolés depuis 3 ans maintenant, avec la hausse du prix des matières premières. On pense toujours à la hausse depuis 1 an, mais en fait, en réalité, cette hausse dure depuis 3 ans. Et les prix de revient, les prix de reconstruction des hangars en tas de sinistres se sont ont très largement augmenté. Vous devez le voir d'ailleurs quand il y a besoin d'investir, vous avez dû voir que le prix des hangars PV a largement augmenté dans les 2 dernières années. Donc nous avons du vol, et ça on va l'avoir beaucoup dans la phase construction, quand tout n'est encore pas en toiture, parce qu'évidemment pour les voleurs c'est plus facile que d'aller démonter sur le toit. Et puis nous avons surtout 35% des sinistres qui sont des sinistres incendies de cause externe et qui génèrent 41% de notre sinistralité. Le vrai frein à l'assurance du photovoltaïque en France et en Europe, c'est l'incendie de cause externe. Et quand on dit de cause externe, c'est de cause externe à la centrale. Bien entendu, dans 97% des cas de ces causes externes, c'est l'activité à l'intérieur du bâtiment qui a foutu le feu à l'ensemble. Du coup, les réticences des assureurs sont là. Ce qui est en rouge, ce n'est pas en rouge par hasard. C'est ce qui fait que les assureurs se retirent du marché. La plupart n'envisagent même pas la possibilité à revenir à un équilibre en augmentant les prix. Ils préfèrent carrément arrêter. Ce qui est plutôt assez angoissant pour la filière. Voilà. Le retour d'expérience en sinistralité fait que, comme je vous le disais, les assureurs n'identifiant pas de possibilité d'amélioration à court terme de leur sinistralité, ils préfèrent tout simplement arrêter. Même une compagnie comme MSIG, qui est le numéro 2 du marché, ils ont décidé de ne pas résilier leur contrat. Par contre, ils n'en prennent plus. Et c'est le numéro 2 du marché. Le numéro 1, c'est Gotha Air, une compagnie allemande. Ces 2 compagnies, Gotha Air et MSIG, c'est 80% du marché français, du photovoltaïque. Donc quand on sait que des spécialistes comme ça jettent l'éponge, on peut s'inquiéter, pour le coup. Alors, la problématique du prix, tout le monde, toutes les parties le disent, la Fédération française de l'assurance, l'INSEE, les réseaux d'information comptable et donc agricoles, estiment que, en gros, le rapport sinistre à prime en incendie est de 89%. 89%, ça veut dire que quand l'assureur encaisse 100 € de prime, il a pour 89 € de sinistre. Mais dans les 100 €, il a des frais de gestion, des taxes, des frais de distribution, etc., qui font qu'il lui reste que 55 à 60 € en prime. 55 à 60 € en prime, spécifiquement sur l'agriculture, il dépense 89 €. Comme ça fait plusieurs années que ça dure, on peut se douter de l'issue du système. Donc les assureurs vont soit fortement augmenter, soit faire des franchises énormes, soit faire des contraintes techniques importantes, soit faire les 3, ou carrément sortir du marché, ce qui serait dramatique pour tout le monde. C'est bien de parler tout le temps, mais... Donc, si on devait faire un vrai taux technique sur l'assurance du photovoltaïque agricole en toiture, le taux technique s'établirait à un taux de 6% de la valeur de la centrale. Un truc de fou, hein? Un truc de fou quand on sait qu'en fait, on le vend 0,17%. Le prix, si on devait juste ajuster les choses par le prix, il faudrait multiplier par 30 les primes. Alors évidemment, ce n'est pas jouable. Ce n'est pas jouable parce que les business models des investisseurs
de vous-même agriculteur quand vous faites vos centrales en toiture, votre business model, si on doit prendre un des coûts qui est multiplié par 30, il ne tient plus le coup. Hein. Donc il va falloir jouer sur d'autres leviers. Qu'est-ce que l'on constate? D'une manière générale, une absence de règles d'utilisation du bâtiment très identifiée et très circonscrite. C'est-à-dire que on peut par exemple dire à nos clients ne mettez pas plus de 50% de la superficie au sol en paille, foin et fourrage. Et on se rend compte au moment d'un incendie que ce pourcentage a été très largement dépassé. Quelle est l'importance de ne pas dépasser 50%? Comme on a la quasi-totalité des sinistres incendies qui proviennent d'une méthanisation de la paille, du foin et du fourrage, eh bien, en fait, quand un agriculteur vient à l'intérieur de son hangar, la méthanisation, on la sent. Hein. Ça dégénère en fumier, quoi. Ça sent bien mauvais. Si toutefois l'agriculteur ne l'identifie pas, y compris par le nez, la seule opération, ce n'est pas de l'assurance, c'est une opération du nez. Hein. Les assureurs n'y peuvent rien, là, pour le coup. Non, mais toute blague mise à part, le fait d'avoir deux activités à l'intérieur du bâtiment fait que l'agriculteur vient souvent pour la deuxième activité, stockage de matériel ou autre. Il vient très régulièrement et du coup, une méthanisation, il la sent. Il suffit de se balader autour de la meule pour savoir où ça sent le plus. On tire la paille et le fourrage, on sort la partie qui est en train de méthaniser. Terminé, il n'y a pas de sinistre. Ça a pris 10 minutes. Donc, ça vaut le coup de respecter cette règle des 50%. Si on veut aller sur du stockage à 100%, eh bien, pour les stockages petits et moyens, il va falloir travailler avec des sondes connectées, des sondes d'humidité pour aller essayer d'éviter, prévenir vraiment la méthanisation, parce que la méthanisation vient de l'humidité. Et avec ces sondes, vraiment, on enlève 99% des risques. Ce faisant, eh bien, du coup, on enlève les sinistres. Et ce faisant, on peut avoir des stockages à 100%. Voilà. Et pour des hangars plus gros, pour des gens dont le métier est d'être des stockeurs de paille pour pouvoir revendre quand il y a de la tension sur le marché du fourrage, hein, eux, on leur demande d'avoir en plus des détecteurs de gaz de méthanisation qui mettent en fêtage de toiture. C'est un peu onéreux, mais tout leur gagne-pain de l'année est dedans, hein, à l'intérieur. Donc ils jouent ce jeu-là. Ça vaut la peine de le faire. Surtout que l'installation, on la paye une fois et elle dure plusieurs années, hein, au minimum une dizaine d'années. Donc finalement, ce n'est pas si cher que ça. Surtout qu'on met en jeu l'existence même d'une entreprise, hein, pour ces gens-là. Donc voilà, on se rend compte que les investisseurs en photovoltaïque, quand ils sont locataires d'une toiture, sont plutôt très tolérants à l'égard du propriétaire, parce qu'on demande donc à nos clients photovoltaïciens qui s'installent sur les toitures de faire respecter les règles de 50% de paille et fourrage ou les règles de sonde d'humidité, etc. Et on a beaucoup d'investisseurs qui sont des financiers, mais pas des techniciens, et qui ne vont jamais vérifier. Donc, ce qui n'est pas interdit, petit à petit, ça dérive. On ne le fait plus, on le fait moins. Et hop, un jour, on a le sinistre. Donc, une certaine tolérance. Voilà. Très souvent également, l'absence de moyens de prévention. Quand on a quelqu'un fait des travaux, alors que normalement, on ne le souhaite pas, des travaux de soudure ou de moulage à l'intérieur des bâtiments, si on a un peu de paille qui commence à s'enflammer, si à côté des travaux, on a prévu de mettre l'extincteur à côté, en 15 secondes, le problème est réglé. On étouffe tout de suite le début d'incendie, on passe à autre chose. Donc voilà, et souvent, il n'y a pas le moindre extincteur. Dans le hangar, un extincteur, ça va coûter 150 €. On fait une maintenance une fois tous les 2 ans au moins qui va coûter 40 €. Bon, à faire recharger éventuellement l'extincteur s'il a servi pour qu'effectivement, quand même, en cas de problème, on puisse l'utiliser. On ne demande pas la lune, hein, on demande que du bon sens. Et quand les gens le font avec bon sens, on n'a d'ailleurs pas de problème. Mais le peu qu'on se prend en sinistre, ça nous brûle toutes nos primes.
ça vous brûle votre hangar et nous nos primes. Donc personne n'est content à la sortie. Voilà, et quand il y a des moyens de prévention en place, il n'y a pas de procédure de gestion d'incidents quand on a des exploitations avec des salariés agricoles. Il faut penser à leur faire une fois par an une petite procédure incendie, à les mettre un peu le feu à un petit tas de foin pour leur apprendre à se servir de l'extincteur. C'est tout bête, mais en cas de sinistre, s'il ne sait déjà pas dans quel sens il faut prendre l'extincteur, bah c'est trop tard, c'est parti sur la meule. Hein. Puis une fois que c'est parti dedans, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est partir en courant, parce que c'est dangereux là pour le coup. Hein. Donc voilà, du bon sens. Alors, les solutions que l'on peut mettre en face. Donc, quasiment la totalité des assureurs maintenant refusent d'assurer de l'activité agricole avec paille, foin ou fourrage à l'intérieur des bâtiments. Si c'est une activité autre, hein, stockage de matériel, vous êtes assurable comme n'importe quel chef d'entreprise, il n'y a aucun problème. Dès qu'il y a ces risques aggravants, eh bien, les assureurs vont nous demander de procéder à un certain nombre de préventions. Il y a d'autres activités pour lesquelles donc, ils ne sont pas partants. Ça va être l'élevage intensif, comme on l'a vu. Ça va être des entrepôts frigorifiques avec des isolants qui seront par exemple du polystyrène. Alors ça, le polystyrène, quand le feu démarre à l'intérieur de la cloison, même les pompiers ne peuvent pas l'arrêter. On peut l'arrêter qu'au bulldozer. Donc bon, avoir un tas de planches par terre, c'est pas mieux qu'une centrale qui a brûlé. Hein. Donc évidemment, c'est pas terrible. Ce que nous craignons, donc c'est l'abattage de volailles. Pareil pour la poussière générée par les plumes, le séchage et la stérilisation de plantes qui génèrent également beaucoup d'humidité, de poussière explosive et inflammable. Les travaux par point chaud, je vous l'expliquais. Et d'une manière générale, les silos. Les silos, c'est bienvenu à Beyrouth. Hein, l'énorme explosion de Beyrouth, c'était un silo d'engrais et un silo de grains qui étaient côte à côte. Et quand c'est parti, ça a fait, vu l'accumulation de produits, ça a fait une demi-bombe nucléaire quand même. Hein. Donc les silos, c'est particulièrement agressif. Ne pas construire son bâtiment pile contre un silo, respecter une distance de 15 à 20 mètres au minimum. La déflagration d'un silo fait que ça part par le haut, ça part jamais sur les côtés. Donc à 15-20 mètres, votre bâtiment ne risque rien. Bon, il y a ce genre de choses. Le stockage d'engrais, les produits phytosanitaires qui sont bien explosifs aussi, et les produits non soumis à autorisation. Les phytosanitaires non soumis à autorisation. Parce que ceux qui sont soumis à autorisation, ce n'est pas l'assureur qui fait le job, ce sont les pouvoirs publics qui vous donnent un certain nombre d'obligations qui font que c'est bien protégé après, en fait. Donc, en fait, une des voies de travail, c'est de travailler de telle sorte que l'on partage le risque avec l'assureur. Alors, partager le risque avec l'assureur, ça ne veut pas dire avoir 50-50, hein, sinon c'est plus la peine de s'assurer. Mais c'est à travers une possibilité d'avoir une majoration de franchise en risque incendie, démontrer une volonté à l'assureur qui se dit bon, si le gars accepte de prendre ça à sa charge, c'est qu'il va nous faire les choses sérieusement, donc j'accepte de lui faire un contrat. Hein, par exemple, au lieu d'avoir une franchise à 3 000 sur un hangar agricole, on la porte sur l'incendie à 10 000 et on la garde à 3 000 pour les autres risques. Hein, alors en fonction de la taille de la centrale, pour les plus petites, ça peut être 700 €. Enfin bon, voilà, mais en proportion, démontrer à l'assureur qu'on va tout faire pour prendre effectivement des mesures de prévention et tout faire pour les régler, moyennant quoi l'assureur dit bon, j'ai affaire à quelqu'un qui veut éviter son risque. Et puisqu'il veut l'éviter, ben, moi je vais travailler avec lui. Voilà, nous avons la potentialité éventuellement de majorer des taux, mais l'expérience montre que ça n'a rien donné. Le fait de faire payer plus cher, on n'a ni plus ni moins vraiment d'incendie notamment. Et donc le prix n'est pas un vrai curseur. Le vrai curseur, c'est la prévention, le bon sens. Ça marche bien.
Voilà, nous avons les moyens de prévention à utiliser. Donc, il faut essayer d'avoir au sein d'un portefeuille, si vous installez plusieurs centrales sur vos bâtiments agricoles, essayez d'avoir des centrales, pas que sur les bâtiments où il y a de la paille et du fourrage. Donc vous faites quelque part une pesée différente pour l'assureur où il se dit, bon, j'ai des activités à risque et j'ai des activités avec moins de risque. Et donc, il va vous suivre plus facilement. Voilà, donc sur les... Alors, il existe aussi une possibilité qui est dure pour l'agriculteur, c'est, et de plus en plus les investisseurs l'imposent, c'est de dire la renonciation à recours que l'on va faire entre vous, agriculteurs, propriétaires du bâtiment, ou propriétaires du terrain, avec un bail à usage sur le hangar construit par le photovoltaïcien. Donc une renonciation à recours entre les deux parties. Comme ça, chacun s'assure pour son risque et ça évite de multiplier les primes d'assurance. Ce que certains investisseurs font pour avoir l'opportunité de trouver un assureur, parce qu'on en est là, c'est de dire, OK, s'il s'avère que l'incendie provient du non-respect d'une des clauses prévues au bail, donc activité, pourcentage en paille, foin et fourrage, réalisation de travaux par point chaud, eh bien si l'agriculteur, contrairement à ce sur quoi il s'est engagé dans le bail, a quand même fait ça, eh bien la clause de renonciation à recours tombe. Ce qui veut donc dire que l'assureur de l'investisseur va avoir le droit de faire un recours contre l'agriculteur. Et comme l'agriculteur aura vraisemblablement prévu dans son propre contrat d'assurance de ne pas assurer les murs correspondants puisqu'il a une renonciation à recours du propriétaire de la centrale, il va le plus souvent devoir payer de sa poche. Donc ça, c'est dangereux. Ce sont des choses qui ne s'acceptent pas à la légère. Il faut faire très attention. Et attention, on voit ça avec de plus en plus de développeurs photovoltaïques. Donc il vous faut être assez prudent sur la chose. Voilà. Faire accepter, donc c'est rencontrer les exigences de chacun. Pour vous, pour un développeur, l'assurance est une des principales dépenses. Donc si elle doit être faite, il faut que ça fonctionne réellement en cas de sinistre. C'est le driver pour vous qui avez vos propres centrales, d'avoir un truc qui fonctionne vraiment s'il y a un sinistre. Et pour l'assureur, c'est de faire que il ne soit pas systématiquement déficitaire sur ce risque-là. Ils peuvent l'être, c'est le métier de l'assurance. Perdre de l'argent, c'est notre métier aussi, mais on ne peut pas perdre tous les ans, par contre, évidemment. Sinon, il n'y a plus de possibilités. Quels sont, pour la faisabilité et les solutions, quels sont les moyens de prévention et protection qui fonctionnent bien? Nous avons le contrôle annuel des installations électriques, ce qu'on appelait avant le Q18. En matière de hangar photovoltaïque, il ne faut pas rêver, ce n'est pas applicable. Parce que la règle fait que vous seriez obligé de démonter tous les ans tous les panneaux pour vérifier que... Donc, on dit selon la méthode, mais pas avec la délivrance d'un certificat. Les gens qui vous demandent ça, c'est qu'ils ne connaissent pas le métier. C'est pas possible. Et on a quelques assureurs très spécifiquement agricoles qui continuent à demander des Q18. Ça ne marche pas. C'est pas possible. C'est techniquement impossible. Même chose pour la thermographie. On vous demande de faire une thermographie annuelle, au minimum sur l'armoire électrique qui pilote la centrale. Et pour les panneaux, ça peut être fait en même temps qu'un passage de nettoyage par les robots. Il fait en même temps, il flash sa thermographie. Et pour le coup, on a une thermographie qui est faite, pas dans les règles de l'art, parce que c'est pareil, il faudrait démonter panneau par panneau. On ne va pas démonter les panneaux tous les ans. Le coût de l'opération, ça vous bouffe le revenu, là, pour le coup. Donc non, vous faites gentiment par-dessus une thermographie. Donc c'est dans la méthode R19. Et ça nous convient bien, pas besoin d'un certificat. Encore une fois, du bon sens, du bon sens, du bon sens. Pas forcément des mesures coûteuses. Il faut que pour vous, ce ne soit pas une contrainte financière non plus. Voilà. Et puis, une présence d'installation d'extincteurs mobiles.
Alors, il y a des règles pour installer ce genre de choses. Ce n'est pas compliqué à lire, c'est un recto verso auprès de l'APSAD. Donc l'APSAD, c'est l'Assemblée plénière des sociétés d'assurance dommages qui émet des recommandations pour une installation d'extincteurs. C'est un nombre d'extincteurs en fonction des superficies. Et la nature des extincteurs, à eau ou à poudre, dépend de ce que vous avez à l'intérieur du hangar. Si vous avez un gros appareillage électrique de recharge de Fenwick, par exemple, les batteries correspondantes qui sont volumineuses, très volumineuses, ne s'éteignent pas avec un extincteur à eau. Ça va être un extincteur à poudre. Voilà. C'est des choses de ce genre-là, c'est tout bête. Et puis, si vraiment vous avez une grosse installation, quelque chose de très important, vous pouvez envisager les robinets d'incendie armés. On appelle ça les RIA. C'est les grosses lances à incendie rouges que l'on voit dans les entreprises. Il faut avouer que ça, c'est particulièrement efficace. Mais pour que ce soit très efficace en présence de paille, foin et fourrage, il faudra que le sommet de la meule, alors dans l'idéal, n'aille pas en deçà de 2,50 m de la toiture. Pourquoi ? Parce qu'il faut que l'onde du robinet à incendie armé, l'onde de l'eau, puisse aller au centre de la meule. Si votre foin il est à 50 cm de la toiture, l'onde, elle tape dans la toiture, mais elle va pas éteindre l'incendie. Mesure de bon sens, tout bête. Alors évidemment, ça vous enlève du stockage. Mais il y a un moment, il va falloir faire des choix parce qu'on sait que les assureurs vont se retirer du marché. Voilà, nous avons... Voilà, donc, si quand même vous voulez faire vraiment de la paille, foin et fourrage donc dans le hangar, on préconise donc pas plus de 50% de la superficie au sol, la hauteur de la meule avec une distance de sécurité verticale de 2,50 m. Alors si vous ne pouvez pas 2,50 m, faites au moins 1,50 m. Parce qu'une onde de lance à incendie, si on recule, elle va arriver un peu plus droite et elle ira quand même sur le centre de la meule. Mais au bout d'un moment, non, parce que si on recule trop, elle vient taper directement dans la meule, elle ne tape plus sur l'incendie. Donc ce sont des phénomènes mécaniques, en fait, que l'on retrouve sur ce type d'incendie. Voilà, les sondes connectées par Internet pour intervenir rapidement quand la sonde détecte une humidité qui dégénère en méthanisation. Ça, la méthanisation, l'objet n'est pas de savoir s'il va y avoir un incendie ou pas, l'objet est de savoir quand il va intervenir cet incendie. Donc il faut, pour le coup, s'y attacher franchement. Voilà, donc le marché pour l'instant fait que les assureurs ne veulent plus y aller. Nous négocions avec certains assureurs qui sont un peu des assureurs obligés proches de votre activité. Et donc on leur propose des mesures de prévention-protection pour les faire revenir. On leur propose de relever leur minimum de primes. On leur propose de jouer sur les franchises. Mais ce qui est important surtout, c'est qu'on continue à avoir des acteurs pour venir vous assurer. Parce que s'il n'y a plus d'assurance, il n'y aura plus de prêts de la part des banques pour venir financer le PV toiture. Donc, il y a un intérêt commun à ce qu'on avance là-dessus et à faire revenir au moins les assureurs spécialisés de la profession. Voilà, donc nous allons passer maintenant au biogaz méthanisation. Ça va être un peu plus rapide. Nous avons alors des contraintes en phase de construction et vous le verrez, nous avons des contraintes en phase d'exploitation. Sur la phase de construction, il est important d'avoir affaire à des vrais professionnels et d'avoir en particulier une maîtrise d'œuvre complète. La maîtrise d'œuvre complète, c'est de la maîtrise d'œuvre de conception et de la maîtrise d'œuvre de suivi de réalisation. C'est-à-dire qu'on va avoir soit quelqu'un qui détermine complètement le programme et qui fait intervenir un constructeur, soit quelqu'un qui va challenger ce que vous propose le constructeur et qui ensuite va venir contrôler ce qu'il fait pendant la phase de réalisation.
c'est tellement complexe, le biogaz méthanisation, qu'il est compliqué, voire même dangereux, de s'affranchir de ce genre de choses. Donc, vraiment, nous le préconisons, et nous préconisons que ce soit un professionnel indépendant du constructeur. Évidemment, si c'est le maître d'œuvre du constructeur, il va vous dire que tout va bien dans le projet. Donc, il ne va pas vous dire l'inverse. C'est bien d'avoir quelqu'un d'extérieur. Voilà, il vous faut des études de sol qui sont maintenant devenues obligatoires. La G2 AVP est même devenue, c'est la terminologie d'une mission. La G2 Pro est devenue obligatoire, pour faire simple, parce qu'on a eu trop de problèmes de tassement avec des poids très concentrés. Évidemment, un méthaniseur concentre un poids incroyable sur une zone faible, et donc se retrouver avec des méthaniseurs transformés en tour de Pise, on en a quelques-uns quand même. Et puis ça coûte une fortune, parce qu'il faut tout casser. En général, ça prend en masse à l'intérieur du méthaniseur. Il faut aller casser ça au marteau-piqueur. Je vous donne pas les détails, c'est souvent dégueulasse, mais c'est un grand moment. Voilà, il faut un contrôleur technique qui va intervenir avec un rapport initial de contrôleur technique qui va vérifier, au-delà du maître d'œuvre et du constructeur, la conformité aux règles techniques du métier. Il ne va pas forcément lui intervenir sur des problématiques de performance, de volume et autres, mais il va dire si c'est conforme aux règles de construction déjà. Voilà, le choix des intervenants, très important. Les entrants, les nouveaux BET, les nouveaux constructeurs, ça n'interdit pas de prendre des nouveaux. Mais il faut bien se renseigner pour savoir ce que ces gens-là faisaient avant. S'ils faisaient la même chose, mais dans une autre entreprise, il n'y a pas de raison qu'ils, du jour au lendemain, ils se mettent à mal faire. Mais il faut vraiment vous renseigner pour ne pas avoir affaire à des gens qui débarquent complètement. Et on en voit. Donc, attention. Voilà. Évidemment, rester conforme aux obligations de sécurité, que ce soit en phase chantier ou exploitation. Voilà. Vérifier que les intervenants sont bien assurés, sont assurés et sont bien assurés, les deux. Et ça, c'est un métier. Donc, pour les gens qui travaillent avec nous, vous nous déléguez les attestations. Si elles ne sont pas claires, on pose les questions à l'intervenant pour vérifier que, effectivement, il y ait les bonnes activités garanties, il ait les bons diplômes, les bonnes autorisations de la part de son assureur, parce que ce n'est pas au jour d'un sinistre qu'il faut aller vérifier ça. C'est trop tard. Donc, il y a vraiment... La méthanisation est une succession de complications techniques. Donc, il est important de démonter cette succession. C'est un métier et nous avons eu une équipe dédiée au biogaz méthanisation qui vient reprendre toutes les problématiques. Voilà. Donc, et puis, bien attention à l'accessibilité du site pendant la phase travaux, parce qu'il y a plein de matériel sur le chantier pendant la phase travaux. Et si vous avez un méthaniseur moyen et important, pas faire l'économie d'un gardien. Parce que sinon, vous avez des tas de gens qui viennent vous se servir sur votre chantier la nuit. Donc, vous devenez le pourvoyeur du coin, mais à vos frais. Donc, ou aux frais de l'assureur en tout risque chantier, c'est important. Voilà, dans les contraintes, les points de vigilance pour la phase exploitation. Il vous faudra une maintenance professionnelle. La maintenance professionnelle, on n'a pas dit une maintenance avec un professionnel extérieur. Évidemment, une maintenance avec un professionnel extérieur est ce que préfèrent les assureurs. Parce que si on a un PET ou un incendie ou autre, du fait d'un défaut de maintenance, du coup, on a un recours. Pour nous, c'est royal. Mais pour vous aussi, pour votre sécurité, j'allais dire mentale, pour ne pas avoir peur tous les jours de vous dire pourvu que mon truc fonctionne bien, l'avantage d'avoir un professionnel extérieur, du coup, vous reportez vous aussi sur lui des choses qui ne se feraient pas bien. Ça peut être l'agriculteur, s'il accepte de se former suffisamment. J'ai croisé tout à l'heure un de vos collègues qui est chez nous depuis longtemps, qui à l'époque nous avait entendus et est parti se former.
en plusieurs petites périodes parce qu'il ne pouvait pas s'absenter trop longtemps de son exploitation, mais qui en tout, en 2 ans, a fait 1 mois et demi de formation. C'est devenu un super mainteneur. Son unité de méthanisation, elle est incroyablement efficace. Mais il s'est beaucoup investi dessus. Bon, ils sont en famille, ils sont plusieurs. Dans la famille, ça le facilite. C'est sûr que quand on est un peu seul dans une exploitation, c'est pas évident de pouvoir le faire. Donc voilà, le choix d'un monitoring performant, il faut qu'il y ait un monitoring. On voit encore des centrales de biogaz, méthanisation sans monitoring, ce qui fait qu'il n'y a pas de report d'alarme. Donc évidemment, quand on se pointe, c'est trop tard. Hein. Quand il y a des prises en masse, un bras de brassage qui casse, des choses de ce genre-là, s'il n'y a pas d'intervention rapide, prise en masse, c'est trop tard. Les tuyaux sont souvent à changer. Donc, bon, très important. Voilà, limiter l'intensité des sinistres, c'est sûr. Alors, vérifier et agréer par des entreprises qui testent les intrants assez régulièrement. Un test d'intrant, hein, c'est moins de 100 €, vous en faites 2-3 dans l'année, ça suffit, pour vérifier qu'il y a toujours à peu près la bonne proportion de mélange, de façon à ce qu'on ne casse pas la poule aux œufs d'or. Parce que quand vous changez les recettes d'intrants, toutes les contraintes mécaniques, toutes les contraintes électriques, les contraintes également de torchère, etc., ce ne sont plus les mêmes. Et on peut casser complètement un beau jouet qui était bien conçu, lui. Mais c'est son exploitation qui ne suit pas. Voilà, donc la formation à l'unité par le fabricant, c'est important de vérifier que le fabricant, même si vous ne le faites pas vous, même si vous passez par un exploitant mainteneur extérieur, c'est important de voir si le fabricant peut proposer une formation. S'il ne la propose pas, c'est qu'il n'est pas trop confiant sur son système et c'est plutôt très, très, très angoissant de voir qu'il ne le propose pas. Hein, donc c'est plutôt un très mauvais point. Voilà. Et donc, d'une manière générale, ne modifiez pas toutes les conditions d'exploitation par vous-même pour ne pas faire trop de bêtises. Retravaillez avec votre constructeur, retravaillez avec le bureau d'études qui a fait la conception, travaillez avec l'exploitant mainteneur s'il est extérieur, mais le fait de pouvoir passer par des professionnels garantit quand même le fait que ça se passe bien. Voilà, donc nous avons 2 sortes de contrats en phase construction et c'est très important. Nous avons une tout risque montage essai, la tout risque chantier. La tout risque chantier va intervenir pour le maître d'ouvrage, pour les fonds qu'il a déjà engagés, mais aussi pour l'ensemble des intervenants. Alors pourquoi on assure tous les intervenants? C'est parce que s'il y a un problème, un incendie, un écroulement, une explosion pendant la phase construction et que l'on soit obligé d'attendre qu'il y ait des recours et des procès, etc., on est parti pour quelques années sans que votre unité ne fonctionne, et alors que le banquier, à la date prévisionnelle normale de réception de l'ouvrage, va commencer à vouloir amortir. Donc, si ce n'est pas du tout reconstruit, parce qu'on est dans des phases de recours contentieux, c'est sûr que vous allez vous trouver dans une situation dramatique. Donc, la tout risque chantier montage essai, les vrais pros ne proposent que ça. Hein, surtout pas de tout risque chantier avec recours contre les intervenants. Il y a 2 compagnies en France qui font des TRC pas chers, mais elles gardent le recours contre les intervenants. Alors, ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu initial n'est même pas respecté. Hein, donc, c'est très important. Voilà, ça comporte également donc, une perte d'exploitation anticipée pour pouvoir payer le banquier. Ça comporte une responsabilité civile de maître d'ouvrage. Si quelqu'un se blesse sur le chantier, qu'on n'arrive pas à identifier le responsable, vous êtes présumé responsable en tant que maître d'ouvrage. Donc ça fait partie des petites choses, mais l'enfer est dans le détail et il est important d'avoir effectivement bien prévu ce type de détail. Voilà, les solutions en phase d'exploitation, c'est un peu plus classique. Une multirisque avec bris de machine, une garantie de perte de recettes
Alors, les gens souvent demandent 12 mois pour ne pas payer trop cher, mais si ce n'est qu'en 12 mois, s'il y a eu un incendie, on ne reconstruit pas, hein. Il faut au moins 18 mois. Donc, essayez quand même de bien négocier votre 18 mois et de prendre 18 mois. C'est important. Voilà, une responsabilité civile d'exploitation et une défense pénale et recours pour pouvoir payer les avocats s'il y en a besoin. Quand on a eu quelques explosions, je touche du bois, ça fait un petit moment qu'on en a moins, plus pratiquement. Mais quand ça explose, on en a pas sur des kilomètres à la ronde, n'exagérons pas, mais sur des centaines de mètres à la ronde. Et en général, l'exploitant ne le retrouve pas, hein. Selon les termes d'Audiard, il est dispersé façon puzzle, hein. Donc, ouais. Heureusement que ça n'arrive pas trop souvent, mais c'est arrivé. Voilà, donc en dehors de la multirisque d'exploitation, il est indispensable, dès la phase travaux, de prévoir une responsabilité civile d'atteinte à l'environnement. En tant que maître d'ouvrage et exploitant dans la foulée, on peut vous reprocher des problématiques de pollution, d'atteinte à l'environnement, voire même de préjudice écologique. Préjudice écologique, vous n'avez rien fait, mais on constate qu'il y a une espèce endémique qui n'est plus là. Des associations mal intentionnées, c'est-à-dire des associations, vont souvent vous poursuivre pour des choses dont vous n'avez même jamais entendu parler. Et c'est devenu un jeu pour aller chercher de l'argent, ça. Hein, donc, il y a des gens qui se spécialisent dans ce type d'action sympathique, juste pour aller, d'une manière légale, détourner votre pognon, pour faire simple, alors qu'ils savent bien qu'il n'y a pas grand-chose à vous reprocher. Et souvent, les services de l'État, pour ne pas être embêtés, etc., ont tendance à vous pousser à une transaction alors que vous n'avez rien fait. Hein, on a ce genre de choses où on peut avoir aussi, sur des ruptures de canalisation ou autres, des fluides pas sympathiques qui viennent pénétrer le sol, viennent salir des nappes phréatiques. Voilà. On peut, à l'occasion de travaux de remblai pour élargir par exemple des fosses, arriver sur une ancienne canalisation qui n'était pas ou mal indiquée sur les plans, et vous venez percer cette canalisation qui se répand allègrement pendant quelques jours, et vous avez de ce fait une responsabilité de pollution, même si vous n'avez rien fait de votre propre chef. La responsabilité d'atteinte à l'environnement est une responsabilité de plein droit, c'est-à-dire que vous êtes présumé responsable. Il ne s'agit pas d'avoir fait une faute. Vous êtes présumé responsable. Voilà, et puis enfin, comme il y a beaucoup de mauvais coucheurs avec ce type d'activité, parmi des voisins ou autres, vous avez tout intérêt à prendre une protection juridique pour que quand vous avez des discussions un peu abusives avec des voisins ou autres, vous ne discutez pas, vous passez ça à l'avocat, on vous paye l'avocat, et c'est au-delà de l'aspect financier, c'est beaucoup de soucis en moins. Hein, parce que quand en plus de tout le reste, vous devez gérer ça, c'est pas très très sympathique. Voilà, et enfin, nous avons, mais c'est plus compliqué en ce moment, la possibilité de vous assurer contre les recours en annulation ou suspension de permis. Alors ça intéresse évidemment beaucoup les banquiers, parce que quand il commence à y avoir le bruit d'un recours ou un recours engagé, même si le recours est déjà engagé, on peut intervenir en assurance. Hein. C'est une des seules assurances qui permet d'intervenir alors qu'on a déjà le sinistre. C'est curieux, mais ça peut fonctionner comme ça. En fait, notre problématique pour éviter une annulation ou une suspension va être de vérifier si vous avez un montage juridique parfait. Et si c'est le cas, on fait une mise. C'est presque un métier de bookmaker. On va vérifier la possibilité de vous suivre financièrement. Si toutefois les associations qui font des recours contre vous ou des particuliers venaient à gagner et à obtenir dans le jugement une obligation de démanteler, vous perdriez votre equity, c'est-à-dire les fonds que vous avez mis vous-même.
vous perdez au passage les fonds qu'a amené le banquier, mais vous lui devez quand même les fonds. Et vous avez comme frais les frais de démantèlement. Ça peut être assez considérable. Donc on peut vous amener ce type d'assurance. Il y a très très peu d'assureurs qui le font. L'assureur qui le faisait en France a tellement de recours engagés qu'il se retrouve avec un encours de 300 millions d'euros. Donc là, pour l'instant, il nous dit on va calmer le jeu, il n'en prend plus de nouveau, mais ça peut repartir du jour au lendemain dès qu'il aura dégonflé certains budgets. Et en même temps, parallèlement, nous travaillons avec un assureur anglais qui est un peu spécialisé dans ce type de choses, à retrouver une solution de marché en France. Voilà. Alors, pour ceux qui le souhaitent, je pourrais vous passer ces slides, vous me passez vos coordonnées mail et puis on vous adresse ça. Vous avez en particulier dans la présentation et à la fin de la présentation un tableau dans lequel on dit qui doit souscrire quoi, que ce soit à la fois pour le photovoltaïque et le biogaz méthanisation. Voici donc un petit slide de fin. Voilà, je suis depuis 33 ans dans l'assurance des énergies renouvelables, avec une certaine expérience ou une expérience certaine, on ne peut jamais dire qu'on a tout vu, mais j'ai déjà vu quand même un certain nombre de sinistres. Notre équipe aussi. Nous avons cette expérience qui permet de dénouer pas mal de problèmes, qui fait confiance d'ailleurs aux investisseurs, aux banquiers, et raison pour laquelle d'ailleurs ils ne pousseraient pas un truc qui ne fonctionne pas, bien entendu. Nous sommes dans toutes les grandes associations des professionnels d'énergie renouvelable, l'éolien, donc la performance énergétique, l'hydroélectricité, donc Ecoénergie, c'est un cluster également, la T2E pour le biogaz méta, voilà, le syndicat des énergies renouvelables et le petit syndicat du photovoltaïque pour les petites entreprises. Donc nous sommes à votre service. Nous n'avons pas particulièrement de stand. Par contre, vous pouvez demander nos coordonnées aussi à la Banque de la Transition énergétique et ou à la Banque Populaire, qui nous connaissent bien, les autres banques travaillant également avec nous. Mais voilà, ce qui est un gage de solidité pour vous. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de salon. Merci. Ouais. Merci beaucoup. On va prendre votre question. Pour la responsabilité civile, est-ce qu'il en faut une contre les atteintes à la pollution, là, comme c'était marqué? Est-ce qu'en général, une responsabilité civile normale ne couvre pas déjà, ou est-ce qu'il faut vraiment spécifique pour chaque production? Parce qu'il peut y avoir le photovoltaïque, Alors, c'est une excellente question parce que votre responsabilité civile dans votre multirisque agricole, comme la responsabilité civile de la production d'énergie au sein de la centrale photovoltaïque, ou même si vous avez à la fois du photovoltaïque et du biogaz méthanisation, chacun des volets va vous couvrir pour la responsabilité d'atteinte à l'environnement accidentelle. Par contre, la responsabilité civile atteinte à l'environnement va vous couvrir pour des dégradations à l'environnement qui n'ont pas un caractère accidentel, par exemple comme de l'infiltration lente en biogaz méthanisation. Les exemples sont un peu plus rares, mais ça peut arriver en photovoltaïque. Mais par exemple, effectivement, en biogaz méthanisation, vous avez des infiltrations lentes, des problématiques d'espèces qui peuvent disparaître. En photovoltaïque, non. En biogaz méta, si. Et puis, vous pouvez avoir des tas d'associations qui, pour venir vous embêter sur des problèmes d'odeur, vont venir sur l'aspect responsabilité civile, atteinte à l'environnement. Et ça, ce n'est pas accidentel, c'est le fonctionnement normal de votre centrale. Donc, s'ils viennent vous chercher là-dessus, il faut le contrat RCAE, responsabilité civile, atteinte à l'environnement. Pardon, je n'ai pas entendu.
il y a la responsabilité civile normale Oui. qu'on a normalement. Et si on veut être bien sécurisé, il faut une responsabilité civile plus qui sert à tout, quoi. Qui servira, vous pouvez en prendre une, quel que soit le nombre de centrales que vous avez. Et vous pouvez avoir dedans du photovoltaïque. Alors ça coûtera très peu cher, parce que l'atteinte à l'environnement en photovoltaïque, c'est pas, voilà, c'est pas gagné que les gens qui vous attaquent puissent prouver quoi que ce soit. Mais sinon, en biogaz méthanisation, en éolien, avec les problèmes de bruit, en hydroélectricité, avec les pêcheurs, qui trouvent que voilà, on ne voit plus passer la baleine qui passait il y a 5000 ans. Et ils viennent vous embêter avec ce genre de choses. Bonjour, merci pour votre présentation. Concernant le photovoltaïque, est-ce qu'il y a des décisions techniques qui peuvent diminuer les risques? Je pensais par exemple le choix entre des onduleurs centralisés ou des micro-onduleurs, oui, ou des panneaux vert-vert contre des panneaux vert-plastique qui augmentent le risque d'incendie, j'imagine. Si on revenait en arrière, et on va le faire, vous allez voir que sur les causes d'incendie en photovoltaïque, les causes d'incendie en incendie interne, c'est ce qui est en orange. C'est seulement 5% des cas en nombre de cas, et en coût, c'est 6%. Ce qui veut dire que les problématiques de qualité du photovoltaïque sont derrière nous. On n'en a quasiment plus. Et en clair, on a des problématiques d'incendie dues à des causes internes sur tout le portefeuille des centrales. Et quand on commence à détailler par rapport à l'année d'installation, on est quasiment à zéro sur les 5 dernières années. Alors, du coup, il n'y a plus vraiment de sujet. Vous pouvez, en fonction de l'activité sous toiture, rassurer un peu plus encore l'assureur, mais de l'activité à l'intérieur. Ce n'est pas l'assureur de la centrale, c'est plus pour faire accepter l'existence d'une centrale sur la toiture du bâtiment sous laquelle, lui, il assure l'activité. C'est plus pour rassurer ce type d'assureur. Alors, c'est pas moi qui le dis, ce sont les associations qui attaquent. Comme elles n'arrivent pas à attaquer en trouble de voisinage pour les problèmes d'odeur, ils viennent vous chercher avec un triton. On a eu un triton endémique. On a eu des chenilles endémiques. Et d'autres personnes du même coin disent « jamais vu ce genre de chenille, mais bon, enfin bref. » Et donc, ils viennent nous chercher là-dessus. Ils arrivent avec des photos, des fois des trucs, on se demande où ça a été pris. Voilà, c'est ce genre de choses. Ce sont des motifs d'annulation de permis ou de suspension de permis. Et les pouvoirs publics, pour ne pas prendre de risques électoraux, ont tendance à faire voix au chapitre à ce genre de réclamation. On est en France. Voilà. Eh bien, souvent, non, en plus. Mais en attendant, ça peut vous reculer le temps que vous fassiez un premier procès en cour administrative, un appel, que ça parte en cassation, que ça revienne. Vous pouvez attendre 10 ans avec votre projet. Donc, s'il est suspendu en attendant, vous faites faillite, évidemment. Pardon ? Voilà, les pouvoirs publics appliquent le principe de précaution pour eux. Après que vous ayez des problèmes, ça ne les gêne pas plus que ça. Très bien, merci beaucoup. Et donc effectivement, je confirme que le sujet de l'assurance, c'est à la fois important d'un point de vue technique, au niveau financement. Et voilà, on peut retenir qu'il y a des solutions qui existent. Donc je pense que c'est quand même, malgré les points de difficultés d'attention, on voit que des solutions existent. Donc c'est vraiment Tout à fait. Ce qu'on souhaitait partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Bonne fin de salon. Et merci on va passer bientôt, il y a une conférence ensuite sur les projets photovoltaïques, comment monter et financer un projet, qui va suivre dans quelques minutes. J'ai un peu débordé. Bon,